Voilà. Shalom Rav, Ezrat Hashem, on va continuer notre étude quotidienne. On commence avec les halachot de Shmirat Halashon. Le point maintenant, on va commencer en fait le 10e chapitre depuis le début de notre étude. Une partie des sujets a été étudiée dans les cours de 3 minutes journaliers. L'autre partie a été étudiée dans les cours un peu plus longs. Mais en tout cas maintenant on est dans le 10e chapitre. On va parler par rapport à celui qu'on veut raconter sur quelqu'un qui a fait un certain avel à son prochain. C'est-à-dire que si quelqu'un s'est mal comporté vis-à-vis de son prochain. Sur cela, il y a 7 conditions pour pouvoir permettre de raconter un tel effet. Nous n'allons pas étudier dans ce cours-là toutes les 7 conditions, puisqu'elles sont longues. On va tout d'abord dire le titre un peu des 7 conditions, les dire succinctement, et petit à petit dans les cours qui vont suivre, on va un peu plus élargir les détails sur chacune des 7 conditions qui pourraient permettre de raconter un effet quand il y a un intérêt à ce récit-là. Alors par exemple, première condition serait que on est certain de la véracité du fait qu'on veut raconter. Secondo, il n'y a pas aucun doute que l'action qui a été vraiment faite est vraiment une action négative. Parce que même si tu es conscient d'une telle action, qui te dit que tu la traduis à sa juste valeur. Tertio, il faut auparavant faire une remarque, ou essayer de faire une remarque préalable à la personne concernée, avant d'aller publier qu'elle est ceci, qu'elle est cela, qu'elle est transgressée comme ci ou comme cela. Au préalable, être certifié, essayer de lui parler auparavant. Peut-être qu'il va reconnaître, peut-être qu'il va rectifier. Donc il n'y a plus de bonne raison de publier ce comportement. 4e condition, être précis dans son récit. Ne pas exagérer dans le récit. Si jamais on exagère, tu sais, j'ai vu que David est entré dans un restaurant pas cachère et il a mangé des crevettes, mais c'est pas vrai. Il a juste mangé un petit morceau de je sais pas quoi de viande. J'ai pas dit que c'est juste, c'est grave. Mais ne rajoute pas les crevettes et j'en sais rien. Et les coquillages. 5e, l'intention de celui qui raconte doit être avec une intention de bon intérêt, uniquement. Il ne faut pas qu'il mélange avec... C'est une bonne occasion de régler les comptes. Si déjà j'ai l'occasion d'avoir, entre guillemets, l'intention de publier sa mauvaise action, c'est aussi une bonne intention de le payer de ce qui m'a fait honte, ça fait 2 ans. 6e, il faut au préalable essayer d'arriver au but voulu d'une autre manière. Par exemple, essayer de parler à son rave qui va lui parler, etc. C'est quand vraiment tu n'as pas de possibilité autre que celle que tu as vérifié la réalité de la chose, et tu as vu la chose, tu es certain qu'elle est mauvaise, et tu as essayé de le mettre à l'ordre, et tu n'as pas réussi, et tu ne veux pas agrandir l'histoire, et ton intention est juste pour la bonne raison. Et 6e, tu as essayé d'une autre manière, tu n'as pas réussi. Dans ce cas-là, il restera à vérifier la 7e et dernière condition pour pouvoir te permettre, avec toutes ces conditions et ces intentions, de raconter le récit, qu'on n'a pas le droit de vexer celui qui fait une mauvaise action, plus que ce qui lui mériterait selon la stricte loi. N'exagère pas. Le strict minimum. Si tu as vu qu'il a volé, ne va pas dire que c'est tous les lundis, jeudi, il est en train de braquer des banques. Il a volé, j'ai vu une fois. Et faites attention, ne lui faites pas complètement confiance. Ne lui passez pas votre porte-monnaie. Ça, c'était une introduction de ce sujet. Hein? On peut le dire directement. Je l'ai déjà dit. Ouais. C'est la 3e condition. Ouais. On a essayé. Et ça aurait été négatif. Bien sûr. Maintenant, chacune de ces conditions a besoin d'être détaillée. Et maintenant, je veux passer au Hot Yosher. Et là, on va parler dans le Hot Yosher de Rabbi Chaim Kanievski, le 15e chapitre, on se trouve, depuis le début du livre. Et il va parler de l'honneur de son maître et d'un érudit en Torah.
Il dit Rabbi Chaim Kanievski qu'on n'a pas trouvé aucune faute que nos sages ont été si rigoureux, tellement comme celle de l'importance d'honorer son maître. C'est marqué que tout celui qui enfreint l'honneur de son maître, il est passible de mort. Chose qu'on n'a pas trouvée ailleurs, il dit Abraham Kanievski. Regardez la Gemara Brachot 31 folio B, que tout celui qui répond une question ilchatique devant son maître, il est chayav mita, il est passible de mort. Midavid Shamaim. Nos sages disent Eruvit Semer Gimel Amoud Aleph. Tout celui qui répond, qui dit un mot devant son maître, à la place de son maître apparemment, eh bien il va aller dans les abîmes. Il est invité aux abîmes. En d'autres mots, il va mourir sans laisser de descendance. Notre sage continue de dire dans Eruvim Tzedek Amoud Aleph, s'il n'a jamais sorti de la mort, vous crachez devant son maître, donc une humiliation, et bien il est aussi Hayam Vita, il est passible de mort. Ils ont dit à la fin de Maseret Kala, tout celui qui dit bonjour devant son maître, et il répond bonjour à son maître. C'est une façon comment lui répondre bonjour. Apparemment, je comprends qu'il lui dit bonjour de façon frivole ou régulière, pas bonjour mon maître. Ouais, ciao, ouais, bonjour. Apparemment. Et ou bien il est honek al yeshivato. Traduction littérale, c'est qu'il contredit l'assise de son maître. Expression, un manque d'honneur. Il est hayam mita, il est passible de mort aussi. Aujourd'hui c'est macabre, ça fait peur. Regardez l'importance de représentants de la Shrina, de la providence divine, les Tamidei Achamim. Que il y avait une discussion entre deux Tamidei Achamim et qu'à la fin de la discussion toranique, un qui l'a emporté, comme ce qu'on dit 1-0, et sa face a été un peu sahabou, c'est comme un peu verte. L'expression, enfin, des gens ici que sa face était un peu verte dans le sens qu'elle était, c'est bien senti. Je suis le vainqueur. J'ai gagné le score. J'étais gagnant au score. Et il lui a dit, tu es content que tu as réussi à vaincre un Tamid Aram, un vieux qui a la sagesse. Il lui a dit, je m'étonne si jamais que cette personne va avoir une longévité. Elle ne va pas vivre longtemps. Parce qu'elle s'est bien sentie qu'elle a chemichement. Et ainsi fut, comme ce que la Gemara raconte là-bas. La Gemara Masechet Hagiga d'Ave Amoud Bet nous dit qu'il y avait un certain qui ne va être le rabota, traduction littérale, et donnait des coups de pied à ses maîtres. Mais en d'autres mots, il les humiliait. Et bien il te dit qu'une personne qui est ainsi, il est aussi ayamita. Incroyable. Gemara Masechet Shabbat, regardez comment Rabbi Kanievski, chaque ligne, une nouvelle adresse, un nouveau midrash, une nouvelle Gemara, une halakha. La Gemara dit Shabbat Koufé Amoud Bet. Une personne qui a la paresse de ne pas bien faire un discours funérailles sur son maître, eh bien il mérite d'être enterré vivant. Incroyable. On finit encore un tout petit peu. Hein? Et nos sages, dans le 4e chapitre de Maxime de nos pères, ils disent que Mora Rabar, que Mora Shamaim. La crainte de ton maître doit être à tes yeux comme la crainte des cieux. Si l'élève et le maître, il y a une coucha, et l'élève il n'est pas d'accord avec. Mais Kavod, il faut qu'ils disent, mais Rabbi, tu nous as enseigné que ceci, j'arrive pas à comprendre. Tu vas dire, t'as pas raison. Non. J'ai une incompréhension. Voilà. Le maître, il est dans l'obligation de lui expliquer. Non, c'est sûr, il n'y a aucun problème. Ça, c'est poli, c'est normal, et au contraire, celui qui a honte, là, Baïchan Ahmed. Des fois, c'est le maître qu'on parle, on ne parle pas du rab. Il y a des rabbins, ils se trompent des fois. Il s'est trompé. Ça dépend. On peut tout faire avec beaucoup de politesse
et On ne peut pas de... le faire en public. Non, On vaut peut mieux le pas. faire qu'en privé. Public, non. Mais il y a des rabbins qui se trompent. Il y a un rabbin qui s'est trompé sur l'histoire de nos ancêtres. Il s'est trompé de nom. Et les gens, ils ont cru. Alors, heureusement, quelqu'un était allé le voir En privé. en privé. Il lui a dit, Rabbi, je crois que vous avez parlé de lui, mais c'est pas celui-là. Aïe, aïe, aïe. Alors, et vite, il est revenu. Bon, C'est corrigé en public. le monde était parti. Le Shabbat d'après, tout le monde est revenu. Et il a dit, je m'excuse, je me suis trompé de personne. D'accord, bah, il a fait de façon élégante, ça va. Voilà. Une petite Il n'y a pas question. de problème. Hein? Pas de problème. Y a pas de problème. Y a pas de problème. J'ai préparé une salade d'œufs durant Shabbat et une coquille de l'œuf est tombée dans la salade. Ai-je le droit de la retirer par rapport à Borer? La réponse est qu'il est interdit de n'extraire que cette coquille. Car il est interdit d'extraire le déchet d'entre parties comestibles. Comment faire en pratique? On extraira la coquille avec un peu d'œuf. Car en faisant cela, on prend du bon et du mauvais ensemble et donc on ne tire pas. On n'est pas en train de trier, pardon, on ne trie pas. De même, si un pépin de citron est tombé dans la salade, on ne l'en fera pas sortir seul, mais on pourra l'en faire sortir avec un peu de salade. Une touche d'humour. Il y a un moyen simple de savoir si on est pénétré dans les lois de Borer, est-ce qu'on est en train d'entrer dans l'interdiction de Borer le tri ou pas. Si en semaine, lorsqu'on vous sert une assiette de riz avec des champignons et que vous n'aimez pas trop les champignons, vous tremblotez avant de retirer les champignons. Une goutte de sueur au front et vous vérifiez plusieurs fois dans le calendrier qu'aujourd'hui nous ne sommes pas Shabbat. Alors oui, vous commencez à être à ceinture verte de Borer. Tu as compris? Si en fin de compte vous ne retirez pas les champignons, mais juste mangez le riz par peur de vous habituer à trier, voilà. Alors félicitations, vous êtes en ceinture noire. Ah. C'est pas ceinture verte, ceinture noire. Après il y a les dames. Il y a le riz et les champignons, ils sont pas ensemble. Voilà. Ils sont Donc la façon dont tu te comportes, est-ce que tu es sensible ou pas, c'est un exercice avant Shabbat. C'est dur pour rire, c'est dur. Ça s'appelle la mitzvah de Zachor. Si la- Zachor, se rappeler un peu le Shabbat même en semaine. Si la maman elle fait les choses comme il faut, il n'y a pas de problème. On y va. Par rapport à Motzei et Shabbat, il y a une mitzvah d'attarder un peu la sortie du Shabbat. Afin de rajouter du jour saint, de rajouter un peu du jour de Yom Chol, empiéter avec la sainteté dessus. Dépassé. Akapanim lo yitpalel arvit kodem tzedkoravim. Il ne faudra pas dans tous les cas prier arvit avant la sortie des étoiles. Parce que si on prie arvit trop tôt, on est en train d'exprimer en cela le fait que le Shabbat est pour nous comme un joug. On cherche à se débarrasser le plus tôt possible. Une personne qui est obligée de prier arvit tôt, Motzei et Shabbat, le samedi soir, par exemple, doit aller faire une mission de mitzvah. Il a le droit de prier au plus tôt possible depuis Plag HaMincha, qui est 1 heure écart temporaire avant la sortie des étoiles. Plag HaMincha, comme ceux qui font arvit tôt, en été ou etc. Il pourra dire aussi à ce moment-là, Atahonantanu, dès qu'il est encore Shabbat, dans Atahonantanu, il va rajouter Atahonantanu, il peut faire même l'Avdala sur un verre. Avant, il ne pourra pas la bracha sur les encens. Ah bon? Non. Et le ner, jusqu'à Motzei Shabbat. L'Avdala, il peut la précéder, mais les Moreux à Esh, Bessamim, parce que quand est-ce qu'on prend les Bessamim? Pour se calmer de la sortie de l'Eshama supplémentaire. On n'est pas encore sorti spécifiquement, étant donné qu'il y a encore l'émanation du Shabbat. Ainsi aussi le ner. Adam Arishon a frotté 2 pierres. À Motzei Shabbat, il a découvert la lumière, le feu. En reconnaissance, tous les Motzei Shabbat font la bracha sur du feu. Or, c'est pas encore le moment où Adam Arishon a frotté. Donc, il faut retarder ça après Tzedakot Ravim. Bien sûr, être vigilant dans ce cas de force majeure, de ne pas
dire que puisque j'ai fait Havdalah et j'ai fait Arvito, on peut aussi fumer une cigarette. Bien que c'est pas bon pour la santé non plus. Mais toute autre action interdite de Shabbat, étant donné que vraiment le Shabbat n'est pas, on ne peut pas le faire sortir plus tôt. Seulement on te permet d'anticiper Arvi, d'anticiper la Havdalah pour gagner le temps vu le cas de force majeure. D'accord? Maintenant pour goûter un petit truc de la paracha de la semaine. Celui qui veut réussir dans sa vie, il doit apprendre à céder. C'est marqué que Yaakov Avinu, il a mis sous sa tête les pierres, il s'est endormi, etc., avec le rêve, avec l'échelle et tout. Nos sages ont expliqué qu'il en a fait des pierres comme une petite muraille autour de sa tête. Pourquoi? Il avait peur des bêtes sauvages. Et les pierres commençaient à lutter l'une avec l'autre. Une a dit, sur moi le tzaddik va proposer sa tête. L'autre a dit, non, sur moi. Akadosh a dit, calmez-vous, calmez-vous, je suis là. Je vais les faire en une seule pierre. Et ce qui est marqué, au début du passage qui est marqué, il a pris des pierres du lieu. Quand il s'est levé le matin pour faire le vœu, etc., il a dit, il a pris la pierre. Comment les pierres sont devenues la pierre? Ben oui, Akadosh les a unifiées parce que chacun voulait avoir le mérite de servir l'homme parfait, l'aspect de l'homme dans la Merkava Eliona, etc. Yaakov Avinu. Une fois, ils sont venus chez Rabbi Aïzel Harif, 2 personnes pour un din Torah. Rabbi Aïzel, il a demandé, essayer un peu d'arrondir les angles. C'est pas en hébreu, les Yasher HaDurim. HaDurim, c'est comme des fois, comme la surface, des montagnes, des collines, des vallées. Un peu, comment dirais-je, aplanir. En d'autres mots, arrondir les angles. Donc, c'est faire un compromis, la pshara. Hachem Mishpat, c'est Manu Belle qui va bientôt sortir. Dans Birkat Mishpat, Bezrat Hachem. Hachem nous aide et nous donne le mérite, aussi bien qu'il sort bien et qu'il soit encore mieux étudié. Mais les 2 parties qui étaient en rivalité, en disputation, en dispute, ils ont été têtus, comme une mule, comme 2 mules. Un dit tout est à moi, l'autre dit tout est à moi. Comme je l'ai dit à Mishnah au début de Maseret Bamtia, quand Rab Aïz il a vu que les 2 personnes étaient têtues, entêtées, personne ne peut un peu s'adoucir, se ramollir, il s'est adressé à l'un d'eux. Il a dit, maintenant vous m'avez, grâce à vous, j'ai une réponse à une très grande question que j'avais depuis toujours. Regardez la psychologie de ce tzaddik, c'est Tamid Aram, Aïz al-Harif, Zatzal. Kishmo Gamou, comme son nom l'indique, il était Harif, il était piquant. Il a dit, quelle question t'as répondu? Je suis vraiment... Il lui a dit, je suis content d'avoir aidé. Il leur a dit, quand Yaakov Avinu, quand Yaakov Avinu a mis les pierres sous sa tête, il commençait à se disputer, n'est-ce pas? Chacun me dit que je vais avoir le mérite de servir le tzaddik, etc. Il va poser sa tête sur moi, il va s'endormir. Après 14 ans qu'il ne s'est pas endormi, etc. Akadosh il les a unifiés, etc. Il y a toujours une question qui se pose. Pourquoi il y avait besoin que toutes les pierres s'unissent en une pierre? Il aurait dû faire moitié-moitié. Chacun a dit, je sais pas moi, je pousse la moitié, etc. Voilà, attends, Evanti, Ketchup j'ai une réponse, pourquoi ils n'ont pas fait moitié-moitié? Ils ne sont pas partagés la nuit, j'en sais rien. Imaginez-vous, il y a un genre de partage où ils sont coupés en 2. Il a dit, parce que la réponse est simple. Les pierres ne sont jamais capables de faire un compromis, de s'arranger. C'est une pierre, c'est une balate en hébreu, on dit. C'est comme un carreau de... Chacun, il veut tout. Donc quand chacun veut tout, il ne reste rien pour personne. Une personne qui veut réussir dans sa vie, il faut qu'il sache céder, baisser la tête. C'est bon. Bonne journée à tous.